Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. 3 mineurs interpellés dans l'incendie criminel de Selocal. La société avait été ravagée par les flammes dans la nuit du 12 mars. Les chefs d'entreprise en difficulté sont désormais écoutés. L'association APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance, qui existe depuis peu au pays, forme actuellement des sentinelles pour détecter ces entrepreneurs. Pour nous en parler ce soir, Betty Levanquet, présidente de l'association. Bonsoir. Bonsoir, Elise. Et enfin, notre feuilleton est consacré aujourd'hui au métier de rêve. Ce soir, rencontre avec Albert Kakoué. Après 7 ans passés dans le domaine des risques industriels, il fait de sa passion son métier. Rencontre avec le pilote du LM en fin de journal. Bonsoir. 3 mineurs interpellés dans l'incendie criminel chez Selocal. Des mineurs âgés de 15, 16 et 17 ans. Ils ont été placés ce matin en garde à vue à l'issue de leur interpellation au domicile. Les 3 jeunes sont suspectés d'avoir participé à l'incendie. La société avait été ravagée par les flammes dans la nuit du 12 mars. Football, Bertrand Brial sélectionné pour arbitrer à la Coupe du Monde des U20 en Corée du Sud entre mai et juin. C'est une première dans le monde du football calédonien. Bertrand Brial a été prévenu par téléphone. Une nouvelle inattendue pour l'arbitre, l'un des meilleurs en Calédonie. On l'écoute. Bien, j'étais très étonné parce que je ne m'y attendais pas du tout à recevoir cette nouvelle quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et j'avais un copain qui était à côté de moi, un arbitre tahitien, et je lui ai annoncé la nouvelle et il a bien fallu 5 minutes pour que je prenne vraiment conscience de ce qui m'arrivait. Pour l'arbitrage calédonien, c'est très bien. On est la seule nation majeure du Pacifique du football qui n'a jamais participé à une compétition au point de vue de l'arbitrage. Les Tahitiens, les Vanuatais, les Fidjiens, la Nouvelle-Zélande, même Tonga, ils ont toujours envoyé des arbitres dans les différentes compétitions et nous, la Calédonie, jamais. Alors que pourtant, on a quand même un championnat qui est relevé. On a une équipe nationale qui est bien présente dans le Pacifique et on n'a jamais eu d'arbitre pour représenter l'arbitrage calédonien dans ces grandes compétitions. Donc, je suis très content qu'enfin un arbitre calédonien puisse participer à tout cela. Des propos recueillis par Jamie Waimo et pour quelques informations pour le foot calédonien, pour la O-League, c'est Wellington qui affrontera Magenta le samedi 8 avril. Des poissons d'eau douce de Nouvelle-Calédonie répertoriés à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. La DAVAR, la direction des affaires sanitaires, alimentaires et rurales, publie un inventaire des poissons d'eau douce du pays. Ils nous ont présenté l'ouvrage aujourd'hui et nous ont fait découvrir une de leurs techniques de capture utilisées pendant leurs recherches. Un reportage de Duke Menango. Cet ouvrage reflète presque 10 ans de recherche menée entre autres par la DAVAR entre Koné, Pointe-Bout, Bourail ou encore ici à Dimbéa. Cet ouvrage nous permet en fait de prendre conscience qu'il y a plus de 120 espèces de poissons qui vivent dans nos rivières. Du coup, c'était notre manière pour sensibiliser les gens sur le respect de la biodiversité, pour protéger la ressource. Et aussi se rendre compte que nos rivières sont vraiment ont une très très forte richesse. Ouais. Une richesse des eaux du pays, fragilisée par la présence d'espèces envahissantes. On a des cours d'eau qui sont vraiment très chargés en espèces d'exotiques envahissants, donc tout ce qui est poissons mignons, les guppies. Donc c'est vrai qu'on peut remarquer sur certains cours d'eau qu'il y a vraiment un nombre important de ce genre de poissons. Pour réaliser cet inventaire, les scientifiques ont eu recours à une technique bien particulière, la pêche électrique. Le principe, c'est avec des filets, on bloque la rivière. Et moi, j'envoie l'électricité à l'aide de cette canne pour après attirer les poissons vers l'anode qui est ici. Ça les paralyse en fait. Et avec le courant, ils se retrouvent dans les épuisettes et les filets des autres opérateurs qui pêchent avec moi. Aujourd'hui, pour la démonstration, la pêche n'a pas été très fructueuse. Mais la DAVAR entend aller plus loin dans sa démarche et un inventaire des crustacés d'eau douce est en projet.
Les chefs d'entreprise en difficulté sont désormais écoutés. Le dispositif APESA-NC, l'association Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, a été présenté aux institutionnels, aux chefs d'entreprise, artisans et agriculteurs la semaine dernière par Jean-Luc Douillard et Marc Bignet, donc les fondateurs de l'association en France. Pourquoi revenir sur ce sujet maintenant? Nous avons tenté de comprendre quel est le rôle de l'APESA et qu'est-ce qu'elle peut apporter aux chefs d'entreprise en souffrance. Et pour en parler ce soir, Betty Levanquet, bonsoir. Bonsoir Alice. Vous êtes la présidente de l'association. Alors comment une aide psychologique peut aider un chef d'entreprise en souffrance? Les problèmes d'argent sont toujours là. Oui, certes, les problèmes d'argent seront toujours là, mais un chef d'entreprise qui est fragilisé par un état mental faible et surtout, comme on dit, en souffrance aiguë, ne pourra donc pas faire face à ses devoirs quotidiens de gestion. Donc, l'aider à, en tout cas, se sentir mieux, ça l'aidera à faire face à ces problèmes de gestion. Alors, pour mieux comprendre, nous avons suivi Serge Blanco, retraité aujourd'hui. Il est agriculteur à Bourail depuis plus de 20 ans. Son exploitation lui permettait de livrer des fruits et légumes dans les établissements scolaires de la province Nord, mais aussi de la province Sud. Sauf qu'en 2003, tout a basculé. Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Vanessa Kidé. En 2003, Erika ravage les champs de Serge Blanco. C'est le début des ennuis. Les récoltes sont inexploitables, impossible pour lui de fabriquer ses confitures et ses achats qui le font vivre. Quelques mois plus tard, il doit faire face de nouveau à un autre phénomène météorologique. On a eu encore de graves inondations où on a encore tout perdu. Et là, c'est pareil, il faut s'accrocher, on essaie toujours de se rattraper à quelque chose, on a toujours dire, bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais déjà, depuis Erika, nous avions une perte d'exploitation monumentale. Cette année-là, il ne fera aucun bénéfice, au contraire, les dettes s'accumulent. Les assureurs ne suivent pas, seul le gouvernement leur accorde 1 million de francs et déclare son exploitation sinistre naturel. Pour remonter la pente, le couple va multiplier les heures de travail. On faisait les marchés, on travaillait 18 heures par jour avec ma femme. 18 heures par jour pour arriver à payer tous les mois le mandataire, tous les mois que Dieu fasse. Nous, c'était tous les mois qu'il fallait qu'on donne près de 180 000 francs, tous les mois. Donc il fallait fabriquer. On n'avait pas de solution. Et vous arrivez à un moment où vous êtes... le corps ne suit plus. 1 an plus tard, il rencontre un ami qui lui propose de se rendre au tribunal de commerce et demander un redressement judiciaire. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, vous arrivez à mieux dormir la nuit. C'est vrai. Parce que vous n'avez plus ce harcèlement téléphonique qui se passe et quand tu me payes, quand ceci et quand cela. Donc vous arrivez à vous libérer une partie de l'esprit. L'année dernière, après 10 ans d'activité, il reçoit une lettre du tribunal stipulant que la dette est soldée. Alors votre réaction et comment procédez-vous justement pour trouver ces entrepreneurs en difficulté? Je vous avoue que depuis que j'ai créé la page Facebook d'APESA-NC, je n'ai pas à les chercher. Ils se manifestent par eux-mêmes. J'ai une dizaine de messages déjà qui sont vraiment alarmants. Et donc heureusement que Jean-Luc... j'ai récemment, il y a encore 2 jours, une femme qui m'a écrit que son mari ne lui parle plus, elle ne sait plus quoi faire, elle ne dort pas, il travaille encore plus, mais il s'éloigne d'elle, elle ne sait pas comment faire. Donc si vous voulez, moi, je ne suis pas psychologue, moi tout ce que j'ai su faire, c'est mettre en place ce dispositif parce que je savais qu'on en avait besoin, et maintenant, grâce à Jean-Luc Douillard qui est venu faire une formation des psychologues, je vais passer le relais aux psychologues. D'accord, alors comment vous les trouvez Alors l'alerte, elle est donnée par les sentinelles, les fameuses sentinelles que l'on forme et que l'on va former donc demain à l'hôtel de la province Nord. Et justement, je vous propose de regarder ce reportage. Votre association propose une formation des sentinelles au contact, qui vont au contact de ces chefs d'entreprise, des avocats, des agents, des services publics, les greffiers, huissiers. Et donc Duke Menongo a assisté pour nous à la formation des psychologues.
Une entreprise, c'est un ensemble de contrats affectés à la mise en œuvre d'une activité économique. Aucun de nous n'a serré la main d'une personne morale. C'est ce que dit M. Bigny, formateur dans le dispositif APESA, à la vingtaine de psychologues présents pour leur rappeler qu'à la tête de toute entreprise, il y a tout d'abord un homme ou une femme. Ce caractère humain se noie souvent dans la complexité des procédures judiciaires. On a pensé qu'il fallait que les sentinelles du dispositif, c'est-à-dire les mandataires judiciaires, les experts comptables, les greffiers, les juges, toutes les personnes qui sont du domaine juridique, qui sont en contact avec les entrepreneurs, aient une formation et une sensibilisation à la psychologie. Et de la même manière, nous avons pensé qu'il était indispensable que les psychologues connaissent un peu les tenants et les aboutissants des procédures pour établir un meilleur dialogue et avoir aussi une meilleure écoute, une meilleure compréhension des entrepreneurs qu'ils ensuite recevront dans le cadre des consultations. Pour optimiser leur soutien auprès des chefs d'entreprise en difficulté, ces psychologues formés vont suivre des pistes bien définies. Je vais les former à être dans l'entretien de crise en capacité d'identifier la souffrance, de pouvoir l'évaluer un petit peu plus que ce qu'ils font d'habitude et surtout vraiment d'évaluer le potentiel suicidaire, c'est-à-dire la situation de crise qui peut amener un chef d'entreprise à imaginer que le suicide pourrait être une solution pour échapper à sa crise. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut être très opérationnel dans un entretien pour repérer la crise et évaluer le potentiel suicidaire pour aider ces psychologues à sortir une personne de la crise. Ces psychologues formés interviendront auprès des chefs d'entreprise en souffrance dès que les sentinelles auront lancé l'alerte. On estime certainement pour la première année entre 15 et 30 entrepreneurs qu'on accompagnerait via ce dispositif. Effectivement, je pense que ce dispositif arrive à un moment où tout le monde essuie la crise du nickel et donc tous les sous-traitants effectivement qui sont en souffrance, certains sont susceptibles d'être accompagnés par nous, d'où l'importance justement de faire en sorte qu'il y ait des psychologues libéraux partout. Ces psychologues seraient pour le moment basés à Nouméa, La Foix, Bourail et Koné. Alors Betty Lévonquet, quelle sera la suite en fait des personnes formées? Alors les sentinelles, ce sont donc des personnes au contact quotidien du chef d'entreprise, donc comme un banquier, comme un assureur ou un huissier de justice, enfin bref, et qui s'apercevra que son interlocuteur va mal au point de lui demander son accord, c'est important, pour remplir une fiche d'alerte qu'ils vont envoyer à APESA. Et la coordinatrice que vous venez de voir, Marion Gérard, elle, dans les 48 heures, aura rappelé cette personne pour lui donner un rendez-vous. J'insiste sur la rapidité d'intervention du psychologue. Jean-Luc Douillard y tient beaucoup. Il ne veut pas que ça dure des jours avant qu'on rappelle la personne qu'on a détectée. Et j'espère que, évidemment, cela se fera. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je vois des gens très motivés dans l'installation de ce dispositif. Alors, quel a été le déclic? Parce que je sais que vous recevez régulièrement des gens au tribunal du commerce. Ça fait 15 ans, moi, que j'étais juge consulaire bénévole au tribunal mixte de commerce, 15 ans. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à la barre, on voit beaucoup de gens qui sont vraiment mal dans leur peau parce que d'abord, ils ont honte parce que pour eux, c'est un échec. Et que donc, moi, si vous voulez, cette détresse, ça fait 15 ans que je la vis au quotidien, enfin, à chaque audience. Et puis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quand même, c'est octobre 2015, un suicide d'un de nos justiciables par pendaison. Voilà. Alors, comment vous gérez autour de ce suicide pour les gens qui sont autour, par exemple? Jusque-là, on n'avait rien, si vous voulez. Et c'est quand on a eu ce suicide que je m'en suis vraiment ouverte sur les réseaux sociaux et que mon ex-présidente du commerce, qui est maintenant à la cour d'appel de Pau, qui est la marraine d'APESA d'ailleurs, Nouvelle-Calédonie, m'a dit « contacte Marc Beignet ». Et depuis octobre 2015, on a travaillé à ça. Et justement, c'est en France que tout a démarré. Dans la presse française, le quotidien La Croix consacrait en septembre dernier un papier au dispositif APESA, créé en 2013. Son bilan montre que le dispositif est devenu en aide à plus de 200 entrepreneurs. Le 241 fiches alertes émises ont débouché sur 206 entretiens d'évaluation, puis sur 406 consultations.
Le dispositif se généralise puisqu'il est aujourd'hui en cours de déploiement dans 42 tribunaux de commerce sur les 134 existants. Donc du coup en Calédonie, ce travail se poursuit. Oui. Merci Betty Levonqui d'avoir accepté cette invitation. Et pour suivre, donc c'est notre feuilleton du jour, travailler et vivre dans ces conditions. Madame Levonqui, c'est pas toujours facile, mais quand on aime notre travail, on fait tout pour y arriver. C'est ce qu'on a voulu montrer cette semaine à travers notre feuilleton sur les métiers de rêve. Après 7 ans passés chez KNS dans le domaine des risques industriels, Albert Kakoué, âgé de 32 ans, décide de changer de vie pour faire de sa passion son métier. Il est devenu pilote d'ULM à l'aérodrome de Koné. Attachez vos ceintures et admirez la vue. Anissa Toussi. Et ben voilà, ça c'est mon nouveau bureau. Ce nouveau bureau, Albert l'a choisi par passion. Il est pilote d'ULM et vend ses prestations de tourisme aérien à un hôtel de Koné depuis novembre dernier. Après une première tentative pour passer son brevet de pilotage à Nouméa il y a quelques années, il abandonne tout faute de financement. En début d'année dernière, par envie de changement, il quitte un poste bien payé et passe son brevet de pilotage en 2 mois. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'arrive à un tournant de ma vie, j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai quitté encore mon travail sur Nouméa et aujourd'hui je suis remonté à Koné. J'ai ma femme qui m'a beaucoup soutenu pour ce projet. Et là aujourd'hui je fais ça, cette activité. Et tous les jours, tous les jours, je vole 5 jours par semaine. Et je rencontre énormément de monde. Au début, je ne voyais pas ça comme un métier. Parce qu'on voit du monde et on est passionné déjà par l'activité. Donc on ne regarde pas le temps qu'on consacre à travailler. Albert ne regrette en aucun cas ce choix aujourd'hui. Au contraire, il a réalisé son rêve et ce grâce au soutien indéfectible de toute sa famille, qui n'était pas facile à convaincre au début. Ils m'ont pris un peu pour un fou au début. Parce que du coup, on avait l'impression que je crachais un peu dans la soupe là, avec les opportunités que j'avais. Mais ça aussi, c'est de montrer aussi qu'on est capable, quand on aime, on est passionné. C'est des messages qu'on voit déjà, des gens qui vivent leur passion. Et là, je suis en train de le vivre là. C'est une activité qui est assez particulière, qui vient aussi mettre en valeur notre pays. On va prendre maintenant le cas de planeur, finesse 55, sur lequel j'ai eu la chance de voler quand j'étais plus jeune, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ton planer beaucoup plus plat. Rosiane partage la même passion qu'Albert et veut elle aussi en faire son métier. Elle est actuellement en formation pour passer son brevet de pilotage. Après avoir réussi son épreuve théorique, elle s'attaquera bientôt à la pratique. Je pense que tout le monde peut faire cette formation à partir du moment où tu sais que dans cette formation-là, il y a des sacrifices, il y a un choix. Financièrement, ça a un coût aussi. Moi, j'ai j'ai vendu ma voiture pour financer ma formation. Donc, avec de la volonté, tu sais que tu peux, mais cette formation-là, tu commences, tu finis. Hein. Cette formation est accessible à tous dès l'âge de 15 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV. Je vous retrouve demain pour le journal.